En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Bonjour, en toute vérité, notre rendez-vous chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio. Sécurité, économie numérique, immigration, écologie en cette année d'élection présidentielle. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Ce dimanche, il sera question d'Éric Zemmour. Le premier grand meeting de campagne de l'ancien journaliste aura lieu le 5 décembre au Zénith de Paris. Que dit le phénomène Zemmour de la France et même du monde d'aujourd'hui? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir le journaliste Geoffroy Lejeune et le philosophe Bernard-Henri Lévy. Zemmour président, bien avant tout le monde, Geoffroy Lejeune avait tout vu, tout compris. Dès 2015, dans un livre de politique fiction, il faisait le récit de la conquête élyséenne d'Éric Zemmour. La réalité semble aujourd'hui rejoindre la fiction. Et pour Bernard-Henri Lévy, cela ressemble un peu à un film d'horreur, car Zemmour incarne toutes les idées qu'il déteste et qu'il combat. Le philosophe redoute le repli sur soi des nations occidentales. Son nouveau documentaire « Une autre idée du monde » qui sort en salle le 1er décembre est un cri d'alerte. Alors de quoi Zemmour est-il le nom? Nous en débattons tout de suite avec Bernard-Henri Lévy et Geoffroy Lejeune, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Geoffroy Lejeune, Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandre. On commence par Geoffroy Lejeune, dans Zemmour président, qui reparaît aujourd'hui, mais qui en réalité, avec une longue préface, mais qui est un livre que vous avez écrit il y a 5 ans, en fait, vous prédisiez en quelque sorte ce qui paraissait à l'époque impossible, voire complètement farfelu, c'est-à-dire une candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Vous alliez même jusqu'à décrire sa victoire. Finalement, ce que j'ai envie de vous demander, si sa candidature est désormais une réalité et plus une fiction, est-ce que vous croyez toujours à la victoire? Alors déjà, je tiens à préciser par souci d'exactitude que j'ai pas vraiment fait de prédiction. En réalité, ce que j'ai fait à l'époque, c'est je savais que certains, en l'occurrence, je les cite dans le livre, Patrick Buisson, Philippe de Villiers, disaient à Éric Zemmour: tu devrais être candidat à la présidentielle parce qu'il y a un espace pour toi. Et j'avais un peu fait mon travail à l'époque. J'avais creusé, j'avais gratté, j'avais vu que Éric Zemmour ne voulait pas être candidat. Donc je m'étais dit, ça sert à rien d'essayer de raconter ça dans mon journal. Je vais plutôt faire imaginer un scénario. En réalité, c'est plutôt ça l'exercice, dans lequel il serait candidat, puis il deviendrait président pour expliquer comment cette droite-là pourrait se réunifier, etc. Et donc j'avais écrit ça, et c'est vrai que ce qui a rattrapé la fiction, c'est la volonté de Zemmour lui-même de se présenter. On l'a bien vu ces dernières semaines, il fait assez peu semblant, puis bientôt il se déclarera. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça donne un écho particulier à ce livre. Pour répondre à la question, est-ce qu'il peut gagner? Moi je pense que oui. Alors là, à l'heure où on parle, il est dans une très mauvaise passe en réalité. Ouais, on en reparlera, mais... Bien sûr. Parce qu'il a commencé très fort. Moi, j'aime bien la formule du sondeur Jérôme Fourquet, à qui je demandais un jour à son avis pourquoi l'espèce d'envolée sondagière de Zemmour s'était arrêtée. Il m'a dit parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, il fallait bien que ça s'arrête à un moment donné. Et surtout, on voit bien qu'il fait des erreurs stratégiques, que la perception d'Éric Zemmour par son électorat potentiel, elle est en train de changer. Il a été un peu porté au nu pendant quelques semaines, au début entre septembre, octobre, novembre. Et puis après, tout à coup, les gens ont commencé à se dire: zut, si c'est lui le président, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes quand même? Est-ce qu'il n'est pas trop clivant, trop énervé? Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il est en train de payer en ce moment. Mais dans l'absolu, je vais répondre qu'il peut gagner pour une raison simple, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il est en train d'essayer de rompre la malédiction de François Mitterrand, qui consiste à faire de la droite un électorat divisé entre le Front National et la stérilité qu'on lui connaît, et la droite et l'aseptisation progressive de son discours. Donc je pense qu'Éric Zemmour arrive comme un chien dans un jeu de quilles dans cette équation, que tout à coup il rend une nouvelle coalition possible, et que c'est la raison pour laquelle il a décollé assez fort au début de cette année scolaire, entre septembre et novembre. Alors Bernard-Henri Lévy, on sait que vous ne souhaitez pas la victoire d'Éric Zemmour, mais est-ce que vous croyez qu'elle est possible? Non, je ne crois pas qu'elle est possible. D'abord, je ne la souhaite pas. Je pense exactement l'inverse de tout ce que vient de dire Geoffroy Lejeune. Je ne souhaite pas l'union des droites. Je crois qu'il n'y a rien de commun entre Marine Le Pen et Éric Zemmour d'un côté et Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand de l'autre. Mais je parle de leurs électeurs. Je crois qu'il n'y a rien de commun entre eux. Je m'en réjouis, et je crois que nombreux sont leurs électeurs aussi à s'en réjouir. Et de même que j'ai été, il y a de nombreuses années, quand vous n'étiez pas encore nés l'un et l'autre, hostile à l'union de la gauche, parce que je pensais qu'entre un social-démocrate et un communiste, il y avait une différence de nature, et que ceux de leurs électeurs
qui étaient tentés de les rassembler, il fallait les combattre, il fallait les convaincre. Pareil pour la droite. Bien sûr qu'il y a des électeurs qui aimeraient qui aimeraient une grande famille de droite, qui aurait son aile libérale avec Valérie Pécresse, par exemple, et qui aurait son aile radicale avec Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Je sais qu'ils existent. Moi, si j'étais un homme de droite, un électeur de droite, je combattrais cela, parce que je pense que c'est un danger mortel pour la droite française dans ce qu'elle a de plus respectable, et donc pour la France. Ça, c'est la première chose. Après, me demander si je crois en la victoire d'Éric Zemmour, non. Pas une seconde. C'est même. Je pense que ce qui est en train de commencer de se passer est même assez pathétique. Je crois qu'il va tomber de très haut. Je crois qu'il est ce qu'il défend. C'est même pas que vous disiez trop clivant. Ça, c'est des mots de communicants. Je crois que c'est contraire au génie de ce pays. Vous comprenez ? Regardez, la dernière erreur en date. Vous parliez des erreurs stratégiques. C'est pas stratégique, c'est fondamental. Le Bataclan, il y a une sorte de pacte non dit dans la classe politique, dans le peuple français, dans le paysage républicain, c'est qu'on se recueille, on parle pas. Depuis le Bataclan, il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a pas eu de parole politique. Il a brisé ce tabou-là. Alors, BHL, on va laisser Geoffroy Lejeune. C'est plus qu'une erreur tactique, c'est des erreurs de pensée. On va laisser Geoffroy Lejeune répondre, mais je voulais juste vous relancer sur un point. Bon, vous dites c'est une bulle, il va chuter, évidemment. Vous disiez exactement la même chose au moment du Brexit et de l'élection de Donald Trump. Oui, je me suis trompé sur le Brexit, c'est vrai, mais c'était tangent. C'était moitié-moitié, honnêtement. Là, je crois que la France ne peut pas vouloir d'un candidat de cette sorte qui cruel, brutal, qui insulte les électeurs. Moi, regardez, personnellement, la dernière expérience personnelle que j'ai de ce candidat, j'écris un éditorial dans Le Point. Il vous a traité de traître, etc. On en parlera. On va juste laisser. Non, mais on peut déjà en parler. Traiter un homme de traître à la télévision, avec cette insistance, avec cette violence, quand on est candidat à la présidence de la République. Parce que quand on est un intellectuel ou un éditorialiste, en effet, la parole est libre, elle peut être pamphlétaire, elle peut être brutale. Mais quand on aspire à une aussi haute fonction, on ne désigne pas un écrivain en le traitant de traître à la France. On reparlera de cet édito où vous disiez qu'en quelque sorte, il n'était pas un bon juif. En tout cas, il ne donnait pas une... Pas un bon juif, c'est pas ce que je disais. Non. Je disais qu'il faisait du mal à la communauté juive, au peuple juif et à ceux dont elle est porteuse. On en rediscutera, mais on va laisser répondre Geoffroy Lejeune sur le Bataclan, sur la brutalité d'Éric Zemmour. Non, mais c'est un vrai... Moi, je dis erreur stratégique parce que je sais que ça a été mal perçu. En revanche, j'aimerais que vous m'expliquiez. Vous avez dit deux choses, je reprends vos termes. D'abord, sur sa pensée ou sur ses idées, vous avez dit qu'elles étaient mortifères. J'aimerais que vous expliquiez pourquoi. Et la deuxième chose, c'était cette espèce de pacte non dit, de ne pas parler devant le Bataclan. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de pacte non dit. Je pense qu'au contraire, c'était extrêmement sain. Encore une fois, je reconnais que ça lui a coûté dans les sondages, ça a été mal perçu par les gens. Mais sur le fond, je ne comprends pas ce qu'il y a de choquant, si vous voulez, à aller faire un diagnostic, porter une parole politique devant un lieu, même si c'est, surtout d'ailleurs parce que c'est le lieu d'un drame et qu'il y avait des conclusions à tirer de ce drame et que justement l'espèce de consensus de statu quo de il ne faut rien dire, il ne faut pas parler, moi je trouve est mortifère pour le coup réellement. Et pour le coup, je sais à Éric Zemmour de mettre de frotter les plaies de notre pays pour justement qu'il se réveille sur certains sujets. Là, en l'occurrence, et je terminerai là-dessus, au moment où il va devant le Bataclan, il pointe quelque chose de gravissime qui a été dit par François Hollande lui-même à la barre du procès du 13 novembre. François Hollande explique que la France, on savait que potentiellement dans le flot de migrants qui arrivait après, et d'ailleurs c'est un de vos sujets puisque vous êtes rendu là-bas, qui arrivait de
Syrie, il pouvait y avoir des terroristes. Et Zemmour dit juste, ces criminels, on aurait dû fermer les frontières. Pardon, mais moi, cette querelle, je la trouve déjà extrêmement intéressante. Je trouve pas que ce soit spécialement insultant de dire ça. Au contraire, pour la mémoire des morts du Bataclan, je trouve ça plutôt logique de porter cette parole aujourd'hui devant le Bataclan. Et je ne comprends pas ce qu'il y a eu de profanatoire dans cette démarche. Je suis désolé, c'est le moment de la coupure pub, mais vous allez pouvoir répondre, Bernard-Henri Lévy, tout de suite après. On se retrouve après la pause dans En toute vérité sur Sud Radio. Bernard-Henri Lévy répondra à Geoffroy Lejeune sur Zemmour et le Bataclan. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans En toute vérité avec Bernard-Henri Lévy et Geoffroy Lejeune. De quoi Zemmour est-il le nom? C'est la question ce dimanche. Juste avant la pause, on avait un échange assez tendu, vif, entre les deux invités sur les propos de Zemmour devant le Bataclan. Geoffroy Lejeune disait que c'était pas forcément choquant, d'autant plus qu'il rappelait que François Hollande avait déclaré quelques jours avant au procès du Bataclan qu'il savait qu'il y avait des terroristes dans le flot de migrants. On laisse Bernard-Henri Lévy répondre à Geoffroy Lejeune. Il y a trop de publicité sur Sud Radio et comme par hasard, juste au moment où Geoffroy Lejeune me pose une question... question très intéressante, mais vous allez pouvoir y répondre. Importante, oui. Il y a des lieux devant lesquels on se recueille. C'est comme ça, ça existe, c'est dans la civilisation occidentale, dans les civilisations en général. Il y a des lieux pour la polémique, il y a des lieux pour la dispute démocratique, il y a des lieux pour la harangue, et il y a des lieux pour le silence et des lieux pour le recueillement. Le Bataclan, depuis la tragédie, c'est ainsi. Quand je dis pacte non dit, ça veut dire que personne ne l'a peut-être formulé ainsi, mais les femmes et les hommes de bonne volonté de ce pays, ceux qui ont du cœur, ont reconnu ce principe-là. Ils se taisent devant le Bataclan. Zemmour aurait parfaitement pu dire ce qu'il avait à dire. Hollande a fait une déclaration devant au tribunal. Il aurait pu s'exprimer dans une conférence de presse. Je parle du presque candidat Zemmour. Il aurait pu faire une interview dans Valeurs Actuelles. Il n'était pas obligé d'aller devant les petites chandelles posées par les parents et par les proches des victimes pour faire cette déclaration politicienne. Il y a des lieux pour la politique et il y a des lieux pour la prière et pour le deuil. Pourquoi est-ce que je pense que votre candidat Zemmour ou celui que vous avez de vécu raconté comment vous l'aviez mis sur orbite a une conception mortifère de la France? Parce que je crois que quand il y a deux façons de parler d'un grand pays. On le grandit ou on le rapetisse. On lui prête du souffle et de l'ambition ou au contraire on le rabougrit. On l'imagine grand ou on se résigne à sa médiocrité. Et Zemmour rêve de l'Empire, c'est la France en plus grand. Mais il rêve pas de l'Empire. Il dit qu'il admire l'Empire. Mais moi, vous savez, j'ai eu des débats avec lui sur CNews. Quand on lui parle de la vocation de la France, quand on lui dit qu'elle a un rôle à jouer dans des pays lointains, quand elle a une grande diplomatie à déployer, qu'elle est attendue, que sa voix porte, il dit je m'en fous. Il dit ça m'intéresse pas. Attendez, revoyez sur CNews une réponse brève sur l'Afghanistan. Je m'en fous de vos femmes afghanes. Sur l'Ukraine. Ça m'intéresse pas. On va laisser répondre Geoffroy et donc après c'est ça une conception mortifère de la nation. Je voudrais qu'on avance, mais Geoffroy, si tu non, veux. mais c'est en fait vous êtes le prototype de celui qui ne comprend pas ou fait semblant de ne pas comprendre Éric Zemmour. Je suis désolé, dire qu'on ne veut pas accueillir des réfugiés. Non, c'est pas ça qu'il dit. Non, il dit pas dans le cas des Afghans, c'est exactement ce qu'il a dit. Non, on parlait pas des réfugiés. Revoyez. Sur ma chaîne YouTube BHL TV, il y a toute l'émission. Mais en fait, écoutez-moi bien, on parlait pas des réfugiés. Je lui parlais du sort des femmes afghanes. On était en juin dernier. Qui, si les Américains s'en allaient retomber sous la coupe des talibans. Il m'a dit, il m'a répondu, je m'en fous de vos femmes afghanes.
On ne parlait pas de réfugiés. Mais cher ami, le général de Gaulle, qui n'était pas la France en petit, vous serez d'accord avec ça, a eu un comportement beaucoup plus cruel à l'égard des harkis. Vous êtes d'accord avec ça? Avec exactement le même raisonnement. C'est-à-dire que, en fait, je dis ça, je prends l'exemple du général de Gaulle, non pas pour dire que Zemmour est le candidat naturel, le successeur naturel du général de Gaulle. Non, mais attendez, sur cet exemple précis, il dit exactement la même chose. Or, le général de Gaulle aujourd'hui n'est accusé par personne, et encore moins par vous, d'avoir rabougri la France. Ce que j'essaie de vous dire juste, c'est qu'en réalité, dans le cas de Zemmour, c'est très intéressant, ce sont des procès en sorcellerie permanents, mais bien sûr que si, alors qu'il ne fait que puiser ses positions politiques dans ce qui s'est fait par le passé, qu'on passe notre vie à vénérer. Je parlais de l'Empire parce qu'il est évidemment un admirateur de Napoléon, mais le général de Gaulle, c'est exactement la même chose, et dans le cas précis, vous êtes obligé de convenir avec moi que c'est vrai, qu'avec les harkis, de Gaulle a été infiniment plus cruel que Zemmour ne veut l'être avec les femmes afghanes. Dans le cas des harkis, moi je suis de ceux qui, depuis le premier jour, j'étais enfant, et je pensais que cette cruauté était monstrueuse. Et moi c'est une des raisons qui font que je n'ai jamais été un admirateur inconditionnel du gaullisme. Donc que De Gaulle ait fait des erreurs, certes, mais là je vous parle d'autre chose. Je vous parle d'une conception de la nation en général, pas les harkis, pas seulement les Afghanes, mais les Ukrainiens, mais l'Afrique en général, mais le peuple kurde. Non, l'idée que la France n'a plus rien à dire au monde. L'idée que la France est définitivement en déclin. L'idée que la France est malade. L'idée que la France est à terre. La grande pitié de la pauvre France. Voilà l'image que l'extrême droite se fait de la France. Moi, je pense que la France est encore grande, qu'elle est encore capable de grandeur. Et moi, vous avez la gentillesse de parler de ce film que j'ai commis l'année dernière. On va en parler, Bernard. Et l'une des choses dont il m'est arrivé d'être fier, c'est de porter en effet dans des terres lointaines une parole qui était une parole française. Deux mots, Geoffroy Lejeune, et ensuite j'aimerais vous interroger sur les raisons de la chute aujourd'hui, de la chute relative, parce qu'il est monté très haut d'Éric Zemmour. Mais répondez à BHL et ensuite vous me répondez. Ce qui vous différencie réellement d'Éric Zemmour, c'est que vous voulez que en fait, lui ne veut pas que la France soit ouverte à tous les vents. C'est-à-dire que, dans son discours et dans ses propositions qu'on découvrira probablement bientôt et dans sa ligne politique, en fait, ce qu'il ne veut pas, c'est que la France soit le carrefour de toutes les migrations, comme elle l'est un peu aujourd'hui. Il veut là, en effet, la fermer ses frontières pour la préserver telle qu'elle est. C'est quelque chose, pardonnez-moi, c'est pas ni mortifère, ni gravissime, mais il y a plein de dirigeants occidentaux que vous pouvez admirer par ailleurs qui le font. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, là, vous parlez d'autre chose que... Je parle d'immigration. Oui, mais c'est et je pense que c'est aussi mortifère. Vous savez, je me rappelle Didier Raoult, au moment de la première vague du Covid, qui disait une chose tellement importante, qu'il n'y aurait pas de recherche française, ou qu'en tout cas, elle ne serait pas aussi vivante s'il n'y avait pas d'immigration. Donc ça veut dire ça aussi que c'est mortifère. On laisse répondre fermer la France à l'immigration, se priver des savants, des laborantins, des chercheurs, on a syriens compris, ou autres, ah ben oui, c'est mortifère. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand on débat d'immigration avec quelqu'un comme vous, en l'occurrence, j'ai la chance de le faire aujourd'hui avec vous, c'est que on parle immigration et vous répondez les laborantins. Le problème de l'immigration en France, ce n'est pas l'invasion de laborantins qui viennent travailler à l'IHU avec le professeur Raoult, ça n'est pas vrai. Non, justement, ni l'asile, parce que vous êtes, comme vous passez votre vie, et on va parler de votre film, dans des théâtres de guerre où vous voyez des réfugiés, des gens qui auraient besoin, en effet, de notre asile. Le problème de l'asile, vous êtes parfaitement au courant en France que c'est 90% de rejet parce que ce n'est pas motivé, ça n'est pas justifié, que les fameuses femmes afghanes ou les fameux interprètes afghans qui ont travaillé pour l'armée française ne représentent rien du tout en nombre parmi les gens qui viennent d'Afghanistan. Et aujourd'hui, vous pouvez pas me répondre, laborantin de l'IHU du professeur Raoult, quand je vous parle d'immigration, alors que c'est entre 300 et 500 000 personnes par an qui viennent pour des mauvaises raisons, et sûrement pas pour ça. Je vous réponds que la France, telle que je la conçois, elle est hospitalière. Qu'est-ce que ça veut dire l'hospitalité? Pas avec la ville de Bordeaux tous les ans. Qu'est-ce que ça veut dire l'hospitalité? L'hospitalité, ça veut dire avoir une maison. Une maison, en effet, ça veut dire des murs, ça veut dire des limites, ça veut dire une frontière, et ça veut dire accueillir dans cette maison, accueillir des étrangers. C'est cet équilibre entre l'accueil et la demeure. C'est cet équilibre entre l'impératif moral, mettons, d'accueil et les limitations politiques d'une demeure
qui fait la grandeur d'une Je crois politique d'immigration. on a compris votre désaccord sur ce point. Geoffroy Lejeune, comment vous expliquez aujourd'hui le fait que Zemmour décline? Est-ce que finalement c'était une bulle? Est-ce qu'il commet des erreurs stratégiques? Quelle est votre vision de la situation à l'instant T? Il n'est pas encore déclaré candidat et finalement le soufflet semble retomber un peu. Pour moi, c'est très simple. Je ne pense pas, contrairement à Bernard-Henri Lévy, que ce soit tout à coup que les potentiels électeurs d'Éric Zemmour se soient détournés de lui parce qu'il aurait été finalement sur une mauvaise ligne. Je pense qu'il n'est pas, c'est pas une bulle. Je pense qu'il est porté par une vraie attente et que sa progression, même si elle a été prévue par personne, est explicable assez facilement par il y avait un vrai vide politique qu'il est venu combler. Maintenant, le tassement dans les sondages ou la chute dans les sondages qu'on voit en ce moment, je pense se joue sur un point. C'est ce que j'ai observé en discutant, en regardant, etc. les enquêtes d'opinion. Je pense que pendant plusieurs semaines, ce que l'électorat potentiel d'Éric Zemmour a vu en lui, c'était celui qui venait turbuler, un peu perturber un peu le système. Vous savez, c'est la boule de bowling. Et en fait, les gens lui ont demandé ça. Et ils ont aimé ça. Et ils ont aimé ça, y compris quand c'était caricatural, y compris quand il pointait une arme sur un journaliste, etc., etc. Et ils ont trouvé ça réjouissant. Et c'était sa mission à l'instant T, c'était de venir embêter tout le monde. Et qu'au moment où il a été candidat fictivement... Pointer une arme sur un journaliste, c'est un peu plus qu'embêter tout le monde. Non, mais sauf que, pour le coup, c'est marrant, ça. C'est encore une séquence qui m'a pas choqué. D'ailleurs, le journaliste lui-même a dit qu'il avait pas été moi, choqué. c'est une séquence qui m'a horrifié. Bon, Qui m'a horrifié par sa puérilité, par sa non, connerie, puérilité, par sa connerie d'abord, et par la violence secrète que cela révèle. On laisse terminer Geoffroy. Je suis toujours un peu d'accord. Puérilité, oui. Violence secrète, non. Excusez-moi, quand vous connaissez Éric Zemmour, vous savez très bien, Bernard Lévy, vous savez très bien, c'est quelqu'un qui peut être très violent dans les mots, bien sûr, évidemment, mais qu'il n'y a aucune once de violence en lui, surtout pas quand il plaisante avec un journaliste. Moi, ça me viendrait pas à l'idée de braquer un fusil sur un journaliste. C'est marrant parce que je vous ai vu dans votre film, vous tirez à un moment donné, vous précisez que c'est la première fois que vous tenez une arme, donc je comprends votre rapport aux armes. Mais pas sur un journaliste, oui, moi bien sûr, sur un caillou, c'est très différent. C'est très différent. Geoffroy. Non, mais pour finir, c'est juste que je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où il est monté à 18-19 dans certains sondages et qu'il est que fictivement qualifié pour le second tour, tout à coup l'opinion le regarde différemment. Et c'est est-ce qu'il peut devenir président? Et à ce moment-là, ce que vous appelez puérilité, l'espèce de désinvolture du candidat un peu hors clou, hors système, etc., tout à coup peut inquiéter une partie de l'électorat, surtout à droite, avec le besoin d'autorité qui est inhérent à la droite. C'est marrant, pardon, je donne mon avis un peu exceptionnellement dans l'émission. Moi, je pense exactement le contraire. Je pense que il était un candidat, il est apparu comme un candidat anti-système et que il tombe. Alors, il y a eu l'épisode du Bataclan, effectivement, où peut-être il a été trop loin, où ça a été mal perçu, mais j'ai l'impression que sa volonté de devenir un candidat de droite classique, de parler de l'ISF, d'aller à Londres, récolter de l'argent, c'est peut-être aussi quelque chose qui ne lui correspond pas. Moi, j'ai l'impression qu'il est moins lui-même dans cette campagne qu'au début. C'est possible, c'est vrai qu'il n'est pas dans ces dernières semaines, il n'est pas dans le bon costume, on voit bien, et qu'il est un peu gêné, etc. Mais ça n'enlève rien au fait quand même que je pense qu'il fait moins, quand il est moins rassurant en tant que potentiel président que ne peut l'être même Marine Le Pen, qui pourtant n'a pas l'étoffe d'un président, on n'a jamais vu comme une présidente. Geoffroy Lejeune, Bernard-Henri Lévy, merci. Vous restez avec nous sur Sud Radio dans En toute vérité. Après la pause, on continue de s'interroger sur le phénomène Zemmour. Est-il le symptôme d'un repli nationaliste ou celui d'un retour des nations? Le nouveau monde sera-t-il populiste? Les réponses de BHL et de Geoffroy Lejeune tout de suite après la pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans Toute Vérité avec Bernard-Henri Lévy et Geoffroy Lejeune. Nous discutons du phénomène Zemmour, de quoi Zemmour est-il le nom, mais nous sommes là aussi pour parler du nouveau film de Bernard-Henri Lévy, une autre idée du monde, parce que d'une certaine manière, il fait écho au phénomène Zemmour, je trouve, puisque vous y défendez finalement un monde ouvert, multilatéral, où les nations occidentales interviennent, vont de l'avant. C'est un cri d'alerte pour dire attention, les nations occidentales sont en train de se replier sur elles-mêmes. Donc j'ai envie de vous demander, je suppose quelle est votre réponse, mais la question s'adresse à tous les deux. Est-ce que Zemmour, c'est finalement le symptôme d'un repli nationaliste ou simplement d'un retour des nations? Mon film, c'est pas un écho au phénomène Zemmour. Mon film, c'est la défense. Il fait écho, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais surtout, le film, il se tourne d'une certaine manière depuis 50 ans. Il y a des images qui datent des années 70 et le pauvre Zemmour n'existait pas. C'est un film qui défend une idée de la France, une idée de l'Europe
une idée de l'Occident. C'est un film qui dit qu'il y a des valeurs, les valeurs des Lumières, les valeurs de liberté, qui sont des valeurs qui valent pour le monde entier. C'est un film qui défend l'idée selon laquelle il y a une humanité et pas des humanités séparées. Moi, c'est ça le film que j'ai tourné. Et franchement, il n'a rien à voir avec Non, mais on est d'accord qu'il n'a rien à voir avec Zemmour, mais voilà. C'est une vision radicalement différente de celle d'Éric Zemmour. Oui, c'est la vision... Et peut-être de la majorité des peuples occidentaux aujourd'hui. Oui, c'est la vision d'un Occident qui assume ses responsabilités, qui est fier de ses valeurs, qui tient sa parole, qui donne sa parole et qui la tient. C'est ça, moi, que je défends. Lorsque je me trouve chez les Kurdes, par exemple, ce qui me bouleverse, c'est que ces femmes et ces hommes qui ont été notre bouclier, notre rempart, nos alliés, qui se sont battus à nos côtés, à notre place, on les laisse seuls comme des chiens sur des montagnes pelées où ils sont les derniers à monter la garde. Pour nous, ça me choque infiniment. Ce qui me choque, c'est quand je me trouve avec le fils du commandant Massoud, qui est aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, qui est le seul à incarner un peu de la résistance à l'islamisme, au fascisme islamiste. C'est le seul en Afghanistan. Eh bien, même chose, c'est qu'il soit dans une solitude totale et que ses alliés naturels américains et européens les laissaient tomber comme un déchet de leurs propres valeurs. C'est pour ça que j'ai fait ce film, parce que je suis révolté par ce repli sur soi de l'Occident et que l'Occident a beaucoup plus à dire que ça. Une autre idée du monde, ça sort le 1er décembre en salle. Geoffroy Lejeune, vous l'avez vu, pour rien gâcher, on l'a même vu ensemble. Je voulais savoir ce que vous en avez pensé et est-ce que vous croyez que le monde occidental est en train de se replier sur lui-même ? Alors, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film parce que c'est bien fait déjà. Donc c'est un tour du monde avec vous, en fait, Bernard-Henri Lévy, où on vous voit de tout, en effet, toutes les causes perdues. Vous êtes le lanceur d'alerte des gens qu'on a abandonnés. C'est vrai pour les Kurdes, c'est vrai pour Massoud. Je trouve, j'ai pas tellement envie de lancer le débat là-dessus, mais par exemple sur la question libyenne, vous avez été très actif en Libye au moment de la chute de Kadhafi. Je trouve que parfois vous éludez un peu quand même parce que vous dites que l'Occident se replie sur lui-même. Quand l'Occident ne se replie pas sur lui-même, ça donne parfois des interventions comme l'intervention libyenne et vous passez un peu vite sur les conséquences quand elles sont néfastes. En l'occurrence, c'est le cas en Libye. Mais moi, j'avais deux questions à vous poser. Pardonnez-moi, je vais redevenir un peu franco-français, mais il y a une phrase qui m'a vraiment beaucoup interpellé dans votre film, c'est que vous mettez en scène, enfin vous racontez, vous montrez sur le terrain, et parfois vous racontez votre retour à Paris, notamment pendant le confinement. Alors vous expliquez que ce Paris vide vous choque, on connaît vos positions sur cette histoire de virus. Et il y a un moment, vous revenez à Paris, donc c'est tout début du film, et vous revenez pendant les émeutes de Gilets jaunes. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est de vous voir avec autant d'empathie aux côtés des pauvres du monde entier. Et tout à coup, vous avez sous vos yeux, à 300 mètres de chez vous, les pauvres de France qui viennent crier leur désespoir. Et on se souvient de ce mois de décembre notamment, mais même ça avait duré quelques semaines. Et vous expliquez, vous dites d'ailleurs, je ne les comprends pas, je ne comprends pas ça. Et ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pas cette capacité d'empathie quand il s'agit des pauvres en France, alors que pourtant, je sais que vous avez pris des positions contre eux de manière assez radicale, mais j'aimerais qu'on ne parle pas des violences des Gilets jaunes qui ont été une partie du phénomène, mais pour moi très minoritaire par rapport à ce qu'a été ce phénomène. Et pourquoi vous passez à côté comme ça, à ce point-là ? Je crois que je suis honnête dans ce moment du film. Je dis très exactement ces colères que je ne comprends pas bien. Ouais. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que j'arrive du Nigeria, de la ceinture centrale Absolument. Du Nigeria, où j'ai recueilli les témoignages de massacres sur grande échelle de chrétiens tués par des islamistes radicaux de Boko Haram et des milices qui leur sont affiliées. J'ai vu des scènes de désespoir absolu. J'ai vu une femme dont on venait de découper le bras à la machette. J'ai vu des prêtres dont on avait brûlé du parquet jusqu'au toit les églises. J'ai vu des villages chrétiens entiers rayés de la surface de la terre. Et c'est vrai que j'arrive à Paris, où je vois cette colère des Gilets jaunes. Alors passons, si vous voulez, en effet, sur les violences et autres. Mais cette colère des Gilets jaunes... colère tout de même assez radicale, et c'est vrai que je me sens déphasé. Je vous dis la vérité. Par rapport à ceux dont je sors, à ces voix d'entre les tombes pour la plupart, bien sûr. Ces voix de survivants par ailleurs, par rapport à ce génocide qui pourrait menacer
et dont la population chrétienne serait majoritairement victime. Ces cris, ces camions renversés, ce Paris en flammes, parce que c'est ça les images que je montre. Je ne dis pas que je suis contre à l'époque, je dis que je ne les comprends pas bien. Est-ce que, pardonnez-moi Bernard-Henri Lévy, est-ce que là-dessus, sur la situation française, il n'y a pas finalement un manque de curiosité? Vous parcourez le monde et sur la France, je ne suis pas sûr que vous ayez été, je ne suis pas sûr que vous auriez été bien accueilli, mais vous auriez pu essayer. Vous savez que vous n'avez pas peur physiquement, vous allez sur des terrains de guerre, aller sur les ronds-points, discuter avec les gens. Parfois, on ne voit pas cette curiosité-là chez vous. Et sur le phénomène Zemmour, vous ramenez toujours ça, j'ai lu vos éditos, au fascisme. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes que le fascisme a été battu depuis 1945. Est-ce que vous n'avez pas le tort de ne pas essayer de vous intéresser aux causes de la révolte des peuples occidentaux et de la révolte du peuple français en bas de chez vous, en quelque sorte? D'abord, il y a deux choses différentes. Il y a la détresse sociale, et puis il y a la révolte des peuples occidentaux, et puis il y a le phénomène Zemmour. Il y a trois questions. Mais c'est lié, la détresse sociale, j'ai un principe simple. Quand il y a beaucoup de monde pour s'intéresser à un grand sujet et quand il n'y a personne pour s'occuper d'un autre, j'ai plutôt tendance à aller, quand je le peux, là où il n'y a personne. Il y a beaucoup de monde pour se pencher, certains avec intelligence et d'autres avec des réponses trop courtes sur la détresse sociale française. Par contre, les chrétiens du Nigeria, quand j'y suis allé, il n'y avait personne. La Somalie, Mogadiscio, ça fait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de reportage. Donc c'est un principe d'économie très simple. Nos vies sont courtes, la mienne, hélas, aussi. Et donc, voilà, Mogadiscio, il n'y a personne. La question de la vie chère en France, il y a du monde, à droite, à gauche, des syndicats, des partis, et c'est bien, c'est formidable. Donc, je pense que ma voix n'est pas indispensable. Après, la révolte, à l'Élysée, renversement du pouvoir, le général de Villiers, président, etc. Ça, c'est la deuxième chose. Excusez-moi, mais ça, en effet, j'ai trouvé qu'il y avait dans la manière dont cette révolte s'exprimait des accents qui n'étaient pas républicains, qui ne correspondaient pas à ce que je voulais que soit la démocratie en France. Et je trouvais ça, en effet, je dirais même pas manipulé parce que ce serait insultant, mais en tout cas quelque chose qui faisait écho à ce que je n'aime pas dans la politique française. Voilà, pour moi, il y a deux France. Il y a une France que j'aime, que j'admire, à l'unisson de laquelle je respire, et puis une autre que je combats intellectuellement. Et c'est bien souvent celle-là que j'entendais dans les mots d'ordre politiques des Gilets jaunes. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, les Gilets jaunes eux-mêmes, justement, n'avaient rien de politisé et ils n'ont pas été spécialement manipulés. Il y a eu une manipulation, moi je l'ai vu d'ailleurs de mes yeux dans les manifestations, de l'extrême gauche, qui a voulu tout à coup instrumentaliser leur combat. Enfin voilà, de l'extrême droite, honnêtement, c'était beaucoup moins palpable. Je crois pas que ça ait vraiment extrême gauche, extrême droite, pour moi c'est pas très éloigné. Vous savez, quand j'entendais, il y a eu des week-ends où l'on entendait François Ruffin d'un côté et Florian Philippot de l'autre, qui haranguait et qui exhortait sur des mots d'ordre anti-républicains ce peuple en colère avec des mots voisins. Avec des slogans voisins. Peut-être, mais en attendant, vous dites, ce qui est intéressant, vous dites, moi je n'enlève rien à ce que vous avez dit sur le Nigeria. Évidemment, les images sont effrayantes et il y a beaucoup d'endroits dans le monde où vous allez, où vous dénoncez des situations qui sont effrayantes. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la grande misère sociale, la grande colère des peuples occidentaux, parce qu'en réalité, ça ne concerne pas que la France, contrairement à ce que vous dites, personne ne s'en occupe. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle éclate comme ça à ce moment-là. Moi, j'aimerais poser une deuxième question sur le documentaire, qui je pense est symptomatique un peu de certaines erreurs que vous faites. C'est le moment où vous êtes avec ce qu'on appelle ceux qu'on appelle les lionceaux du califat, c'est-à-dire les enfants de parents qui ont rejoint Daesh. Et alors ils sont dans une forme de centre fermé, en gros, en attendant un peu de savoir quel sera leur sort. Et cette scène, je la raconte parce qu'elle est très frappante. Vous allez leur parler, et donc ce sont des enfants français en réalité, de parents français qui ont rejoint Daesh. Certains n'ont connu quasiment que la guerre, et vous avez besoin d'un interprète, d'ailleurs un petit garçon qui vous traduit quand vous leur parlez. Et vous avez cette phrase, alors je vais peut-être pas la citer par cœur de mémoire, mais vous leur expliquez à eux, vous allez devenir les éducateurs de vos parents, vous allez devenir les parents de vos parents, vous allez éduquer vos parents. Ce qui est une manière de leur demander, en fait, de contribuer à la réinsertion de leurs parents en France, s'ils peuvent revenir. Ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que vous pensez que ce que vous dites à ce moment-là à ces enfants correspond
à une once de réalité, à quelque chose qui existe un tant soit peu, de la volonté de réinsertion déjà de leurs parents, ensuite de ces enfants, et même du pouvoir que les enfants pourraient avoir sur leurs parents, alors que cette question, elle est épineuse, elle est compliquée, c'est pour ça qu'elle est pas réglée. Il nous reste 30 secondes, on va laisser Bernard-Henri Lévy répondre. Je ne le dirai pas si je ne le pensais pas. Un, je ne crois pas à je ne crois pas à la damnation. Et deux, je ne crois pas à la culpabilité collective. Je ne crois pas que parce que les parents ont fauté, les enfants sont coupables. Et les enfants auxquels je m'adresse dans cette scène du film, ce ne sont pas des lionceaux du califat. Je sais très bien ce que c'est que les lionceaux du califat. Ceux-là ne le sont pas. Ce sont des victimes aussi de la guerre. Ce sont des otages de leurs parents. Ce sont des otages de l'islamisme radical. Et en effet, je les exhorte, et je pense qu'ils en sont capables, à, comme disait un grand écrivain européen, à sortir du rang des meurtriers. Merci Bernard-Henri Lévy, merci Geoffroy Lejeune. Vous restez avec nous dans Toute Vérité sur Sud Radio. On se retrouve après la pause pour la dernière partie de l'émission. On parlera de la recomposition de la droite. Est-ce que la percée d'Éric Zemmour annonce cette recomposition? À tout de suite dans Toute Vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans Toute Vérité avec Bernard-Henri Lévy et Geoffroy Lejeune. Nous parlons du phénomène Zemmour, nous tentons de le décrypter, et également du film de Bernard-Henri Lévy, une autre idée du monde qui sort dans toutes les salles de cinéma le 1er décembre. Dans ce film, Bernard-Henri Lévy... vous défendez l'idée que le rôle de l'Occident, notamment pour lutter contre l'islamisme, on ne peut pas vous faire le procès d'être complaisant avec les islamistes, c'est d'intervenir dans les pays extérieurs. On a vu, l'histoire a montré que ça pouvait aussi provoquer le chaos. En revanche, vous êtes extrêmement favorable aux migrants. On vous voit visiter un camp de migrants. Quand François Hollande dit au procès du Bataclan que des islamistes étaient et des terroristes même étaient parmi les migrants. Est-ce que ça vous fait pas réfléchir? Vous êtes pour à exporter en fait en quelque sorte les conflits, enfin aller à l'extérieur mener ce conflit contre l'islamisme, et vous vous dites jamais que il y a un risque avec la mondialisation, avec une immigration incontrôlée, avec une difficulté d'intégration à importer finalement les conflits que vous dénoncez en France. Moi, ce que je dis, Alexandre Devecchio, c'est que la bataille contre l'islamisme radical, c'est une guerre longue, globale et sans frontières, et incertaine. Ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire qu'il faut la mener partout. Et par exemple, contre les parrains de l'islamisme radical. Et notamment contre la Turquie néo-ottomane de M. Erdogan. Ce que je fais dans ce film, c'est ça. C'est que je dis que ça ne sert à rien de fermer une mosquée. Il faut fermer une mosquée salafiste en France. Il faut virer les prêcheurs de haine. Ça, vous êtes d'accord avec Éric Zemmour là-dessus? Je suis d'accord avec tous les gens raisonnables là-dessus. Mais je dis que ça ne sert à rien si, parallèlement à cela, on ne contre pas Erdogan, si on ne s'oppose pas à l'Iran, si on ne s'oppose pas aussi d'une autre manière à Poutine, évidemment c'est autre chose, mais si nous n'affirmons pas la force et la splendeur de nos valeurs et de notre culture, premièrement. Deuxièmement, c'est une guerre incertaine. Ça veut dire que, évidemment, il peut y avoir dans les colonnes de migrants des salopards qui se glissent. Et puis, il peut y en avoir aussi des salopards parmi des immigrés, des Français issus d'une immigration de deuxième et troisième génération. Oui, oui. Voilà. Et c'est même la majorité. Donc, bien sûr qu'on est dans une zone, comme dans toutes les situations de guerre, on est dans une situation, dans des zones incertaines, dans des zones grises. Et il faut faire avec ce principe d'incertitude. Et rien ne serait plus dommageable que les solutions trop simples. Parce qu'il y a eu peut-être un ou deux terroristes qui se sont glissés dans tel que le migrant, parce qu'il y a eu les horreurs de la gare de Cologne à la Noël 2015, je crois. L'erreur, ce serait d'en conclure
qu'il faut fermer les frontières, considérer que tous les migrants sont des violeurs ou tous sont des assassins. Non, mais en effet, personne ne dit qu'ils sont tous, maîtriser les frontières, pourquoi vous seriez contre? Il y a un pays auquel vous êtes très attaché, c'est Israël, qui est pour le coup au cœur d'une guerre de civilisation. On ne peut pas dire que c'est un pays qui ne contrôle pas ses frontières. Mais je ne vous dis pas qu'il ne faut pas contrôler les frontières. Je suis pour le contrôle des frontières. Et le contrôle des frontières, cela veut dire, comme cela a été fait par l'Europe dans tous les grands moments de son histoire, accueillir, donner l'hospitalité aussi. Pas de manière... je ne suis pas pour l'ouverture générale des frontières, mais je suis certain que leur fermeture, c'est le chemin de la mort. Sur Geoffroy Lejeune, sur cette question-là, et en le rattachant au phénomène Zemmour, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un retour des nations? Est-ce que c'est un retour qui vous inquiète ou est-ce que vous pensez que c'est un retour finalement salutaire? Il y a la percée de Zemmour en France. Est-ce que c'est la même chose peut-être que le phénomène Trump aux États-Unis, que le phénomène Johnson en Angleterre? Quel est votre regard sur tout ça? Est-ce que vous faites le lien? C'est évidemment jamais la même chose parce que les pays sont très différents les uns des autres, etc. Mais il y a quelque chose de comparable. Et je pense qu'en effet, on vit un retour de la nation que moi je ne trouve pas du tout mortifère. Au contraire, je vais vous prendre Bernard-Henri Lévy, à contre-pied, en essayant de redire ce que vous venez. Enfin, vous parlez d'hospitalité. Vous dites qu'on se grandit en étant hospitalier. Pardon, mais l'hospitalité qu'on propose aujourd'hui à des gens qui viennent demander, qui viennent immigrer de manière d'ailleurs légale ou illégale en France, c'est très souvent l'inverse de l'hospitalité. Ce qu'on propose, on propose des centres fermés glauques, des jungles, des tentes sous le périphérique. Très souvent, moi, quand je me promène dans Paris et que je vois des clandestins, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris avant de venir? Évidemment qu'on ne peut pas leur proposer autre chose. On vit probablement une saturation de nos capacités d'accueil et vous serez d'accord avec moi pour dire que on n'arrive plus depuis assez longtemps à intégrer ou assimiler, vous dites comme vous voulez, mais même intégrer, on n'y arrive plus. Moi, avec ce diagnostic, si vous voulez, qu'il ne me fait pas plaisir, mais je crois qu'il est comment dire, qu'on ne peut pas le contredire. À partir de là, je pense que la vraie hospitalité, c'est d'expliquer que chacun est mieux chez soi. Et tous ne fuient pas la guerre ou les atrocités. Vous, évidemment, vous vivez avec ça, vous vivez au contact de ce genre de théâtre, et vous voyez la misère, la vraie misère qu'on mériterait d'accueillir pour sauver la vie des gens. Mais ça représente tellement peu de monde par rapport à ce qu'est notre immigration que la fermeture des frontières n'a jamais empêché les allées et venues des gens à travers les frontières. Vous, quand vous allez dans des théâtres de guerre, vous passez des frontières et vous montrez des papiers, vous vous arrangez avec des autorités et ça ne vous choque pas plus que ça, vous trouvez même ça normal. Alexandre a raison de prendre l'exemple d'Israël, il y a aussi l'exemple des États-Unis qui est un pays très fermé mais où on peut aller et venir. Et je ne comprends pas pourquoi nous on n'aurait pas le droit de le faire, pourquoi l'Europe n'aurait pas le droit de faire ça. Et ce que vous dites sur les frontières extérieures de l'Union européenne est faux. Justement, elles ne sont pas fermées, elles le sont ponctuellement justement au lendemain du Bataclan pendant quelques mois, mais aujourd'hui ça n'est pas le cas. On est en train de construire des murs parce que justement on n'a pas de frontières extérieures. Écoutez, moi, quand je passe les frontières que vous me voyez passer dans ce film, c'est généralement des frontières d'États autoritaires, d'États totalitaires, d'États génocidaires parfois. Dans certains cas, je pense autrefois au Darfour. J'espère qu'on n'en est pas là. Et évidemment, ces frontières-là, on les passe de manière clandestine, en contrebande, et il faut les passer, il faut les forcer, il ne faut pas les passer. Démocratie, c'est pas ça. Israël et les États-Unis, ce sont des démocraties encore. Israël, c'est une des... Vous savez, c'est probablement l'exemple le plus extrême que je connaisse de nations pluriethniques, où vous avez des gens d'origine européenne, d'origine arabe, d'origine russe, d'origine asiatique, de toutes sortes. C'est extrêmement compliqué aussi. Est-ce que c'est souhaitable d'origine arabe est-ce que c'est souhaitable que l'Europe copie ce modèle-là? C'est une société où il y a beaucoup de tensions aussi, Israël. Il y a des tensions pour d'autres raisons. Il y a des tensions en Israël pour des raisons religieuses, ethniques, etc. Oui, mais c'est une démocratie vivante, avec des débats, avec des querelles, tout ça. Mais enfin, la principale tension qui pèse sur Israël depuis sa création, c'est le déni et la négation dont elle fait l'objet de la part d'un grand nombre de ses voisins. C'est peut-être en train de finir depuis ce grand événement que furent les accords d'Abraham. Mais laissez-moi finir. Vous dites, est-ce qu'après tout, les Américains ne ferment pas leurs frontières? Oui, mais je pense vraiment que la séquence historique dans laquelle les États-Unis sont entrés
d'Obama à Biden en passant par Trump. C'est-à-dire ce retour à l'isolationnisme, ce retour à l'America First, ce slogan d'America First, il est même ce retour, cette rupture des amarres avec l'Europe. Je pense que c'est un moment sombre pour l'histoire des États-Unis et que c'est un moment sombre pour l'histoire du monde. On va terminer. Il reste plus que 3 minutes. J'aimerais qu'on revienne un peu à la France et à la recomposition politique qu'annonce peut-être cette élection présidentielle. Votre livre Zemmour président est agrémenté d'une nouvelle préface et vous terminez sur ce constat en expliquant que peut-être même si Éric Zemmour ne gagne pas, il le fera exploser finalement et le Rassemblement national et les LR. Est-ce que le rôle historique finalement d'Éric Zemmour n'est pas de faire exploser ces deux camps pour précipiter une recomposition de la droite? Et est-ce que c'est ce que vous souhaitez, Geoffroy Lejeune? Oui, en fait, je pense que c'est son rôle historique. En tout cas, c'est son utilité dans la séquence qu'on vit en ce moment. Et je pense que ce sera profitable, si vous voulez. Là où Bernard-Henri Lévy voit dans la candidature d'Éric Zemmour une forme de refoulé fasciste qui, tout à coup, obtiendrait un grand écho dans la population et serait aux portes du pouvoir et menacerait nos libertés. Moi, je pense exactement l'inverse. Je n'entends dans la candidature d'Éric Zemmour, que je connais bien pour avoir travaillé sur ce sujet, qu'une reprise de ce qu'ont été les grands thèmes de la droite classique depuis des années. Je le trouve pas du tout inquiétant, au contraire. Je pense qu'il tient le discours, en effet, du RPR des années 90 sur les questions régaliennes qui étaient exactement sur les mêmes lignes que lui, et qu'en fait, il est en train de provoquer peut-être par cette candidature un retour à la situation d'avant l'existence du Front National, en réalité, quand la droite était de droite, quand la droite assumait d'avoir un corpus de droite, et en effet, c'est quelque chose qui va chercher un peu chez De Gaulle, un peu chez Pompidou, un peu chez Pasqua, un peu chez Séguin. Il y a aussi une coloration souverainiste qui évidemment fait penser à Chevènement, etc. Et en fait, je pense qu'il est en train sur le plan des idées, en tout cas, de repolariser la droite autour de tout ça. C'est pour ça que la droite dite de gouvernement, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, etc., ne réussit pas à faire entendre un son de cloche, je trouve, dans sa primaire, parce que comme il se différencie d'Éric Zemmour, alors qu'il devrait tout simplement récupérer ce qui est à eux, c'est-à-dire toutes ces idées-là, aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de s'aseptiser et probablement de disparaître, en tout cas pendant un temps de l'histoire, et que Marine Le Pen n'a plus vraiment de fonction, et que c'est aussi ça qui explique. On dit que Zemmour a un problème dans les sondages, elle aussi, elle a perdu quand même quasiment 10 points en quelques mois. Donc voilà, je pense qu'il est en train de faire revenir la droite à la situation d'avant l'existence du Front National, et peut-être potentiellement de rendre ça possible. Vous avez 50 secondes pour répondre, Bernard-Henri Lévy. Je trouve ce que vous venez de dire absurde. Le RPR des années 90 ne disait pas que Pétain avait été un bouclier. Pour la France. Tout le monde le disait. Mais bien sûr que non. Le général de Gaulle, les gaullistes historiques... Jusqu'à François Mitterrand... ne disait pas... François Mitterrand, en secret, les gaullistes historiques ne disaient pas que Pétain avait protégé les Juifs. Non, ça c'est une chose que les... De Gaulle a gracié Pétain, rappelez juste ça aussi. Le RPR, le gaullisme historique, n'a jamais proféré cette infamie que profère aujourd'hui Zemmour, à savoir que Pétain était le bouclier de la France. Le gaullisme historique n'a jamais prétendu réouvrir l'affaire Dreyfus et remettre en cause l'innocence de Dreyfus. Et le gaullisme historique n'a jamais n'a jamais osé, je ne connais pas un leader gaulliste historique qui ait osé insulter des enfants parce que leurs parents les ont fait enterrer à Jérusalem. Je suis désolé, on ne vous réconciliera pas, peut-être dans une autre émission. En tout cas, c'était passionnant. Merci d'avoir été avec nous, Bernard-Henri Lévy, Geoffroy Lejeune, dans En toute vérité. Et je donne rendez-vous aux auditeurs la semaine prochaine. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.